Ce programme vous est offert par Illico Cash. Ouverture ce vendredi du sommet conjoint entre l'EAC et la SADC à Dar es Salaam en Tanzanie. Au menu, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État, dont Félix Tshisekedi et Paul Kagame, eux, se rencontreront demain. Et à l'ONU, les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme ont accepté de lancer une enquête sur les exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont des territoires entiers sont occupés par les rebelles du M23 soutenus par les troupes rwandaises. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Le sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est ouvert ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles, des processus qui malheureusement se sont montrés infructueux au vu de l'escalade en cours dans la région des Grands Lacs. Pour le premier jour, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se sont rencontrés. Les chefs d'État, dont Félix Tshisekedi et Paul Kagame, eux, se rencontreront demain. C'est sa porte-parole qui a confirmé sa participation à ce sommet conjoint des dirigeants d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Ces deux organisations discuteront pour la première fois dans un même cadre et chercheront à harmoniser les vues au sujet du conflit qui a profondément divisé l'Afrique et qui pourrait embraser la région. Le sommet de Tanzanie réunira donc les deux grands protagonistes, à savoir le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, accusés par la RDC. Il réunira aussi les Nations Unies et d'autres partenaires occidentaux. L'événement arrive à un moment crucial, avait déclaré plus tôt le secrétaire général des Nations Unies, affirmant que le conflit risque d'engloutir toute la région et exhortant les parties à travailler ensemble pour la paix. Antonio Guterres a affirmé que des centaines de milliers de personnes sont en déplacement à Goma et que de nombreux sites qui abritaient auparavant des personnes déplacées au nord de la ville sont désormais pillés, détruits ou abandonnés. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU avait estimé à près de 3000 personnes décédées à Goma. Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer en décembre dernier en Angola pour signer un accord de paix, mais la rencontre avait été annulée. Kinshasa avait accusé Kigali de compliquer les choses en imposant des préalables. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président ougandais Yoweri Museveni et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud devrait également assister au sommet. La RDC espère notamment obtenir lors de ce sommet un cessez-le-feu immédiat, le retrait sans condition des troupes rwandaises et de leurs supplétifs, la réouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons humanitaires et le retour de la ville à l'administration officielle, mais aussi et enfin des sanctions contre le Rwanda. Dans l'actualité également, les 47 membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont accepté de lancer une enquête sur les exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont des territoires entiers occupés par les rebelles du M23 soutenus par les troupes rwandaises. Le projet de résolution présenté par la République démocratique du Congo a été adopté sans vote à l'issue d'une session extraordinaire, a indiqué le président du Conseil. Alors que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo prend une dimension régionale, le Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a exprimé sa profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire. Lors d'une conférence de presse, son secrétaire général intérimaire, Roland Mouelois, a dénoncé les conséquences humanitaires dramatiques du conflit et condamné l'occupation des Goma par le M23. En tant que forum, nous condamnons avec la plus grande fermeté les affrontements entre les parties en conflit qui ont eu des conséquences très graves sur les milliers de civils, mesurés par le nombre élevé des morts et des blessés. La destruction des maisons et des champs ont occasionné des déplacements massifs des populations et des violations généralisées des droits de l'homme. Il convient d'affirmer d'emblée que le FPCIRGL soutient fermement le peuple congolais et se tient à ses côtés dans sa quête légitime
pour une paix et une stabilité durable à travers le territoire national. La résurgence du groupe armé M23 et ses incursions qui ont conduit à la prise de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu continuent à exacerber l'instabilité qui menace non seulement la sécurité de ceux qui se trouvent en RDC, mais constitue également une grande menace pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs. À ce stade, j'aimerais annoncer que conformément au point 13 de la résolution adoptée à la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements de la CIRGL sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire en RDC, l'Assemblée plénière a décidé de déployer une mission d'information parlementaire à l'est de la RDC afin de documenter de manière indépendante et impartiale l'insécurité, l'instabilité et les conflits armés persistants à l'est de la RDC afin d'appuyer les efforts régionaux en cours pour instaurer la paix et la sécurité dans la région. Je tiens à préciser que la dite mission d'information parlementaire est en cours et qu'il ne reste que quelques étapes à franchir pour achever sa mise en œuvre d'ici mars 2025. Which was based on humanitarian reasons. Revenons sur les consultations de la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, Sainte-Co et CC, avant d'entamer l'étape de la société civile hier. Elles étaient autour de l'ancien Premier ministre et opposant Matata Ponyo, qui a félicité les pères des églises pour cette initiative qui prône la paix. Dans le cadre de leur mission visant à promouvoir la cohésion nationale en cette période de crise sécuritaire dans l'est du pays, des représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ au Congo, notamment Monseigneur Donatien Cholet et le pasteur Eric Senga, ont rencontré le premier ministre honoraire et président du LGD, Matata Ponyo Mapon, ainsi que ses alliés. Les contours de cette rencontre à huis clos restent encore confidentiels, mais Monseigneur Donatien Cholet a partagé un aperçu, se réjouissant de la rapidité avec laquelle l'ancien Premier ministre et son équipe ont présenté un document contenant des propositions concrètes pour sortir de la crise. Les deux églises, appuyées par leur secrétariat technique, a fait quelques propositions de la mise en œuvre de cette initiative. Et nous avons beaucoup d'expertise dans le pays. On ne peut pas se lancer comme ça sans échanger, sans recueillir les avis des uns et des autres. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer LGD et alliés. Et là, vraiment, nous avons admiré leur proactivité. Ils savaient déjà pourquoi on venait. Ils ont travaillé et nous ont donné de précieux documents dont les titres seuls peuvent dire combien ils sont précieux. Vers un dialogue politique. Mais quel type de dialogue? Partage du gâteau et arrangement politique opportuniste ou engagement ferme pour une transformation véritable? Et là-dedans, ils ont relevé les causes principales du point de vue politique, économique, socio-culturel, de la réalité que nous vivons, du drame que nous vivons aujourd'hui. Ils ont proposé des réformes à court, à moyen et à long terme. Matata Ponyo Mapon a affirmé que le LGD et ses alliés sont pleinement disposés à soutenir toute initiative visant à promouvoir la paix et le bien-être du peuple congolais. Et juste après leur entretien avec Augustin Matata Ponyo, la délégation s'est également rendue chez le président national du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, toujours dans les cadres de la cohésion nationale. Les échanges se sont passés dans un état d'esprit convivial, fraternel, mais aussi des discussions d'autres factures. Vous êtes sans ignorer que l'ancien Premier ministre est avant tout une ressource du pays en matière de gouvernance, en matière économique. Et donc, après avoir passé en revue l'initiative, après avoir expliqué les approches et puis l'argumentation de l'initiative, nous sommes allés dans les thématiques qui vont être développées dans les ateliers. Et nous avons compris d'abord que toutes les thématiques étaient transversales et elles s'est complétée en fonction du défi qui est nôtre. Nous avons également cerné ensemble la nécessité de la cohésion nationale, chose à laquelle nous avons tous ensemble
trouvé intérêt. Nous avons également, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que cette cohésion nationale serait possible dans les conditions où nous prendrons en compte les autres acteurs, notamment ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans la crise, que ce soit à l'interne et même ceux qui sont des acteurs externes. Et nous sommes finalement décidés de soutenir cette initiative. Nouvel Élan, par son autorité, accepte, adhère à la vision et a fait beaucoup de propositions et nous pensons qu'ils vont réfléchir davantage, ils vont fournir d'autres contributions en termes de réflexion et donc nous sortons ici satisfaits. Destillé par les réseaux sociaux, le général Pacifique Massoundou, chef de l'armée dans les provinces du Nord et Sud Kivu, affirme d'avoir diligenté une mission de Kalehe à Irusu en passant par Katana, Kabambare, Kasheke et Michebere. Toutes ces contrées ne sont pas sous l'occupation de la rébellion. Le commandant appelle la population de Bukavu et les environs au calme. Major Mavoudissa est le porte-parole de l'armée dans cette zone. Le lieutenant général Massoundou Pacifique porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Irusi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kasheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Poursuivant ce journal, la France réaffirme son partenariat avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en poste à Kinshasa dément l'information selon laquelle son personnel serait évacué. C'était lors d'une rencontre avec Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, occasion d'échanger également sur les projets de l'AFED, l'Agence française de développement. La France n'a jamais demandé à ses ressortissants de quitter la RDC. Et l'ambassade française n'a pas non plus demandé à réduire ses effectifs, a réagi ce jeudi Rémi Maréchaux, l'ambassadeur à Kinshasa, à l'issue d'une séance de travail avec le ministre de la formation professionnelle, maître Marc Ekila. Il a par ailleurs exprimé sa volonté d'accompagner la RDC dans la formation de la main-d'œuvre dans les secteurs de construction et dans le cadre des projets pour le développement à travers l'Agence française de développement. Nous sommes aux côtés de la RDC, je suis là, je suis à mon bureau, je rencontre les membres du gouvernement et je prépare l'avenir commun entre la France et la RDC. Nous avons de notre côté présenté au ministre les actions qui sont déjà en cours, qu'elles soient directement soutenues par le service de coopération de l'ambassade ou par l'Agence française de développement. De son côté, Thierry Katemboué, coordonnateur du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a fait part au ministre de la formation professionnelle de l'évolution du projet dans toutes ses formes. Les deux hommes ont discuté notamment du besoin de la main-d'œuvre locale, qualifiée dans la réalisation du dit projet. La formation professionnelle est capitale, déjà particulièrement dans ce projet de Green 2000 et dans l'ensemble du projet lui-même, parce que nous démarrons avec la formation et donc ce qui a été prévu, c'est un concept de la formation des producteurs, de la formation des formateurs qui est intégré à ce vaste projet agropastoral.
Le coordonnateur principal du comité stratégique pour la supervision du projet se fait accompagner de 2 importants partenaires au projet, l'ambassadeur Daniel Pinassi de Green 2000 Group et Dina Kélian, PDG de IGD et AIDG, branche Afrique d'une société belge d'investissement et finance. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa vise notamment la création d'une nouvelle ville moderne et durable, spécifiquement dans la commune de Maluku, afin de désengorger la ville actuelle et de stimuler des nouvelles opportunités économiques et urbaines. Au ministère de l'Éducation nationale, il s'est ouvert ce vendredi un atelier de validation de la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Ce projet bénéficie de l'appui du programme alimentaire mondial. À cette occasion, la commission multisectorielle Cantine scolaire a expliqué à la presse l'importance de ce programme. Cet atelier de validation de la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale d'alimentation scolaire s'est ouvert en présence des membres du cabinet de la ministre en charge de l'éducation nationale Raissa Malou, des experts en matière d'éducation et des représentants du programme alimentaire mondial. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a signé un accord depuis décembre avec PAM pour que PAM puisse nous appuyer dans l'élaboration de la stratégie de l'alimentation scolaire et dans la mise en œuvre aussi de programmes de l'alimentation scolaire dans nos écoles en République démocratique du Congo. Pour Tressine Toumba, conseillère en partenariat au ministère de l'Éducation nationale, la ministre Raissa Malou tient à l'installation des cantines scolaires dans toutes les écoles de la République. Les enfants ont droit à aller à l'école et les cantines scolaires au sein de l'école favorisent la rétention scolaire et l'accès à l'école. Je l'ai dit tantôt, c'est l'un des rares repas ou sinon les seuls repas que les enfants peuvent avoir à l'école parce qu'il y en a qui n'ont pas de repas à la maison. Donc lorsqu'un enfant sait qu'en allant à l'école, il va se nourrir, qu'il va manger, il est un peu plus motivé à aller à l'école. Le représentant du PAM a affirmé haut et fort que le programme alimentaire mondial reste aux côtés du ministre de l'Éducation pour la concrétisation de ce projet. Donc le PAM du centre d'expertise, donc d'autres pays aussi, d'autres réalités. Nous sommes là et nous sommes disposés vraiment à faire venir des experts partout là où c'est possible. En tout cas, nous sommes engagés pour que le ministère, cette volonté politique affichée, soit traduite vraiment à des actes concrets. Cet atelier constitue la 3e réunion de la commission multisectorielle Cantine scolaire. Les participants envisagent de mettre en place, d'ici la fin du mois de février, la stratégie nationale d'alimentation scolaire qui fixera le cadre et le processus de l'organisation des cantines scolaires en République démocratique du Congo. La production des pains panifiables d'ici le mois d'avril et mai prochain et la construction des plateformes au centre industriel. Voilà quelques priorités du comité de pilotage des projets PADCA, 6P et PURPA pour l'exécution du plan de travail et budget annuel 2025 validé ce vendredi au cours de la réunion dirigée par José Ilanga, président du comité de pilotage de ces 2 projets. Le PTBA 2025, plan de travail et budget annuel de ces 2 projets, dont le PADCA 6P, projet d'appui au développement des chaînes de valeur agricole dans 6 provinces, et du PURPA, projet d'urgence de production alimentaire, validé moyennant quelques recommandations, est estimé à hauteur de 12 millions de dollars américains pour chaque projet et cible de milliers de ménages dans 17 provinces de la République démocratique du Congo. Ces 2 projets sont financés par la BAD, Banque africaine de développement. José Ilanga est secrétaire général à l'agriculture et président du comité de pilotage. Tout projet dispose d'un plan de travail et d'un budget approuvé par le comité de pilotage et qui constitue la boussole guide de l'exécution du projet au courant de l'année en cours. C'est un instrument de première importance pour la mise en œuvre d'un projet. De son côté, Christophe Arthur Mampouya, coordonnateur des projets PADCA 6P et PURPA, explique les travaux du comité de pilotage en cette année. Nous avons obtenu une prorogation de 2 ans. Maintenant, nous avons adapté les documents du projet aux réalités du terrain. La mise en œuvre devient plus aisée pour nous que ça a été au début où certains éléments ne correspondaient pas nécessairement au contexte national. Maintenant que tout est en place, nous allons stimuler nos services
à mieux produire les documents qui soient acceptés par les bailleurs et que le taux d'absorption puisse avancer et atteindre les objectifs dans les délais prévus. La procédure de décaissement perturbe souvent l'exécution du plan de travail, d'où la nécessité pour le gouvernement congolais de tenir compte des réalités de terrain et des saisons pendant la négociation des marchés avec le bailleur de fonds. Le Tanganyika a pris part au 31e forum Indaba Mining Africa, une première participation qui a permis au gouverneur Kitungwa de vendre les potentialités de la province sur les plans des minerais. C'est une première participation au forum Indaba Africa Mining. Pour le gouverneur du Tanganyika, sa province hautement minière ne peut ne pas se retrouver dans ce forum qui regroupe les opérateurs miniers, les décideurs et différents dirigeants. Après différentes allocutions, dont celle de la chef du gouvernement, Judith Souminois, sur la situation sécuritaire à l'est du pays, les participants ont eu le temps de visiter les stands. En première ligne, le Tanganyika, qui regorge d'énormes potentiels. Nous nous sommes décidés de faire participer la province à ce forum qui est un grand rendez-vous de miniers, des investisseurs qui viennent pour non seulement présenter le produit, mais chercher les opportunités d'affaires et d'investissement. Et donc pour le Tanganyika, c'était une opportunité de présenter les ressources, les potentialités que nous avons pour la province. Et donc actuellement, l'avantage qu'a le Tanganyika, c'est que le Tanganyika a plusieurs ressources et ces ressources devaient ressortir à la face du monde, et chose que nous venons faire au mining Indaba. En plus du lithium qui se retrouve en grande quantité, cet espace doit être rendu visible dans le cadre de la transformation énergétique. Les énergies renouvelables, c'est possible dans les Tanganyika, et surtout ceux qui pensent de fournir l'énergie, parce que tous les investisseurs qui viendront ont besoin de l'énergie. Et le Tanganyika, si vous investissez au Tanganyika, c'est investir dans le futur. Cette 31e édition d'Indaba Africa Mining aborde plusieurs thématiques, dont la nécessité de la délivrance des titres miniers et permis d'exploitation, notamment le rôle de chaque État et comment mettre en avant l'échelle de valeur pour aider les pays producteurs à appréhender les conséquences qui en découlent, soit sur le plan économique que social. Rendons-nous à présent dans le Olomami, le territoire de Kabongo, a un nouveau grand chef, Félix Kabongo, qui a été désigné récemment à ce poste par le caucus des détentrices de pouvoir en remplacement du grand chef Kassongo IV, ayant tiré sa révérence l'année dernière. Le gouverneur Banza Mouloumé Marmon a dépêché son ministre de l'Intérieur, affaires coutumières, pour présider la cérémonie. Émanation des coins et recoins du territoire de Kabongo, des foules anonymes ont convergé vers Loubiaï, chef-lieu du territoire de l'entité, à la faveur de la cérémonie de désignation du grand chef Kabongo V. Le gouverneur du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmon, a dépêché son ministre de l'Intérieur Affaires coutumières pour sceller d'une marque officielle ses assises de succession. 4 candidats en liste pour les trônes ont de facto signé l'acte d'engagement en vue d'accepter les résultats dans l'ultime but de pérenniser la quiétude, vertu longtemps ancrée dans les territoires de Kabongo. À l'issue des consultations, selon les us et coutumes en vigueur, sur fond d'une entité méticuleuse de l'arbre généalogique, le caucus des détentrices du pouvoir a jeté son dévolu sur Félix Kabongo Kumwimba, le désormais grand chef Kabongo V, qui a reçu la noble mission de présider aux destinées des fils et filles, fruits des entrailles de Kabongo Kanchimbu. Note de satisfaction unanime chez les notables kabongolais. Des voix célèbres ont salué cette désignation, en l'occurrence celle du président national de la mutualité regroupant les fils de Kabongo, entendu Kitango Kiabene Kabongo, Séraphin Kabamba, promet son accompagnement indéfectible au tout nouveau grand chef Kabongo V pour le succès de son règne cristallisé sur le développement du territoire de Kabongo. Et pour finir, les collectifs de la plateforme de la société civile Congo Mon Pays a, à travers une déclaration, dénoncé la spoliation de la concession Maman Mobutu, située sur le croisement des avenues Boulevard Lumumba et Sendwe, dans la commune de Kalamou. Cette plateforme sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour que justice soit faite. Pendant que le gouvernement congolais, en 2006, sous l'ordonnance présidentielle suivant les accords de Sun City, avait restitué tous les biens de la famille Mobutu.
en 2012, le procureur général instruit le secrétaire général en charge des affaires sociales de ne plus s'immiscer dans ces dossiers. Et en 2018, le ministre de la Justice décida de remettre tous les biens de la famille Mobutu. Aujourd'hui, ou au début de cette année, nos compatriotes sont sujets du déguerpissement illégal et sans fondement, instrumentalisé et orchestré par les deux ministères précités, manipulés par M. Djihad Katoum, gérant de la société Best Building Company, un sujet libanais. Raison pour laquelle nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, l'autorité suprême, le plus tôt possible dans ce complot contre les compatriotes propriétaires et occupants de cette concession. Tant qu'acteurs de la société civile, nous nous posons la question de savoir si le collaborateur du chef de l'État l'accompagne résolument dans sa mission ou il lui fait la guerre systématiquement, car comment spolier une site dont les occupants et propriétaires sont installés légalement au profit d'un sujet libanais. Nous demandons au procureur général près la Cour de cassation de diligenter une équipe pour déterminer les auteurs de détournement des biens privés au nom de l'État. Et aux autorités militaires d'évacuer leurs agents dans ces sites pour permettre aux entreprises de nos compatriotes établis légalement de fonctionner comme il faut. Au président de l'Assemblée nationale d'inviter le ministère de l'Urbanisme pour leur donner la liste des biens et immobiliers de l'État dans la province de Kinshasa. Place au rappel des titres à présent. Ouverture ce vendredi du sommet conjoint entre l'EAC et la SADC à Dar es Salaam en Tanzanie. Au menu, la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État, dont Félix Tshisekedi et Paul Kagame, eux, se rencontreront demain. Et à l'ONU, les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme ont accepté de lancer une enquête sur les exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont des territoires entiers sont occupés par les rebelles du M23, soutenus par les troupes rwandaises. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur YouTube, Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.